Une lueur d'espoir après 2 mois de guerre intense, un cessez-le-feu est entré en vigueur ce mercredi 27 novembre à 4h du matin entre Israël et le Hezbollah. Mais alors, est-ce que ce cessez-le-feu peut durer? Est-ce que le Hamas peut lui aussi signer un accord avec Israël? Salut, c'est Elissara, j'espère que vous allez bien. Hugo est en déplacement aujourd'hui, je vous présente donc les actus du jour. On en a déjà parlé de nombreuses fois dans les actus du jour. Après un an de tensions déjà très importantes à la frontière, depuis le 23 septembre, une guerre ouverte opposait Israël et le Hezbollah, un mouvement armé islamiste allié du Hamas et soutenu par l'Iran. Israël a mené de nombreux bombardements et des opérations au sol au Liban, l'objectif étant de détruire les stocks d'armes du Hezbollah et d'éliminer les chefs du mouvement. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a notamment été tué. Mais le bilan humain de ces opérations est très lourd. Plus de 3800 Libanais, en grande majorité des civils, ont été tués par ces frappes, selon un bilan du ministère de la Santé du Liban, et près de 1,2 million de Libanais ont dû fuir les bombardements. Côté israélien, les tirs du Hezbollah depuis le 7 octobre ont coûté la vie à une centaine de soldats et de civils israéliens et provoqué le départ de 60 000 personnes chassées de leur domicile. Cet accord de cessez-le-feu, négocié notamment par les États-Unis avec la participation de la France, prévoit l'arrêt des combats entre Israël et le Hezbollah. Il instaure une période de transition de 60 jours pendant laquelle l'armée israélienne devra se retirer du sud du Liban, où elle est entrée depuis le 1er octobre 2024. Les forces du Hezbollah devront elles aussi se retirer au nord du fleuve Litani, à environ une vingtaine de kilomètres de la frontière avec Israël. A l'inverse, pendant ces 2 mois, les forces armées libanaises, donc l'armée libanaise, va se redéployer progressivement. Entre 1000 et 2000 soldats vont être envoyés immédiatement, puis jusqu'à 6000 hommes d'ici 6 mois, et en plus, 10 000 casques bleus vont être envoyés par les Nations Unies dans le but de maintenir la paix. Mais alors, ce cessez-le-feu peut-il vraiment durer? Eh bien, pour le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, la durée du cessez-le-feu dépendra, je cite, de ce qui se passera au Liban. Concrètement, si le Hezbollah décide de violer l'accord qui vient d'être signé, en tentant par exemple de se réarmer, Israël attaquera à nouveau au Liban. A l'inverse, le Premier ministre libanais appelle également Israël à respecter l'accord de cessez-le-feu et à se retirer du sud du Liban, comme l'accord le prévoit. Pour autant, il est difficile de dire si oui ou non ce cessez-le-feu peut durer. Les autorités américaines ont insisté sur le fait qu'ils allaient bien plus s'investir dans leur rôle de surveillance que par le passé. Ils ne vont pas déployer des troupes au sol, mais resteront vigilants à ce que chaque partie respecte ses promesses. Chaque violation de ce cessez-le-feu devrait être traitée immédiatement, et notamment grâce à la présence de l'armée libanaise sur place. Mais est-ce qu'un accord comme celui-ci est possible à Gaza? Eh ben, c'est l'objectif. Selon le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ce cessez-le-feu au Liban doit aider à mettre fin au conflit à Gaza. À la suite de l'annonce de l'accord, un haut responsable du Hamas a déclaré anonymement à l'AFP que le Hamas était prêt lui aussi à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec Israël, prévoyant notamment un accord pour échanger des prisonniers palestiniens. De son côté, Israël, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, Israël Katz, promet, je cite, de faire tous les efforts nécessaires pour créer les conditions d'un nouvel échange d'otages. Selon l'armée israélienne, 97 otages seraient encore retenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre, mais 34 d'entre eux seraient déjà morts. Selon le premier ministre israélien, le cessez-le-feu avec le Hezbollah, qui est allié du Hamas, permet d'isoler le Hamas dans la région. Le but étant de faire pression sur le mouvement pour qu'il signe un accord en faveur d'Israël et donc une libération des otages. Pour autant, difficile d'imaginer tout de suite l'arrêt des tensions à Gaza. Benyamin Netanyahou a précisé que la trêve avec le Hezbollah permettrait à Israël de reconstituer ses stocks d'armes et, je cite, d'intensifier la pression sur le Hamas. Selon le quotidien Le Temps, la trêve au Liban pourrait donc entraîner une intensification des opérations de l'armée israélienne à Gaza, ce qui pourrait aggraver le sort de la population sur place, alors que la situation humanitaire y est toujours aussi catastrophique. Les derniers bilans des autorités locales du Hamas font état de plus de 44 000 personnes tuées et près de 70% des personnes tuées à Gaza sont des femmes ou des enfants, selon l'ONU. A noter que pour l'instant, depuis l'attaque du 7 octobre, une seule trêve a eu lieu entre le Hamas et Israël, et c'était il y a un an, en novembre 2023. On vous tient au courant de l'évolution de la situation. Je vous laisse avec Valentine pour le reste de l'actualité. Merci Elissara et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les députés français ont rejeté dans un vote le traité de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et le Mercosur, un bloc économique regroupant plusieurs pays d'Amérique du Sud. Ce vote à l'Assemblée nationale est non contraignant, c'est-à-dire qu'il est plus symbolique qu'autre chose. Il permet notamment à la France de renforcer sa légitimité, la France étant l'un des seuls pays membres de l'Union européenne à s'opposer à ce traité, notamment car elle le juge défavorable aux agriculteurs français. Des mobilisations d'agriculteurs ont d'ailleurs continué aujourd'hui, notamment en Occitanie, dans la région de Tours ou devant la préfecture de Nantes. Le Sénat a aussi rejeté à son tour ce mercredi l'accord. Deuxième actu, Jair Bolsonaro, l'ex-président brésilien de 2019 à 2022, considéré d'extrême droite, aurait participé activement à un projet de coup d'État, selon un rapport de police de plus de 800 pages publié ce mardi. Ce coup d'État avait pour but d'empêcher son rival de gauche, Lula, qui l'a succédé en 2022, de prendre le pouvoir. Selon le rapport de police, le coup d'État n'a pas eu lieu, je cite, en raison de circonstances allant contre sa volonté, mais Jair Bolsonaro
Bolsonaro l'aurait planifié de façon directe et effective. Selon ce même rapport, on apprend également que Jair Bolsonaro aurait eu pleinement conscience d'un projet présumé d'attentat de l'actuel président Lula, ainsi que de son ex-vice-président Geraldo Alckmin, et le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes, qui devrait être perpétré le 1er janvier 2023. 4 militaires et un policier soupçonnés d'avoir préparé cette tentative de triple assassinat ont été arrêtés la semaine dernière. Le rapport demande aussi à ce que Jair Bolsonaro et 36 autres personnes, dont une majorité de militaires, soit inculpé. Jair Bolsonaro nie les faits et dénonce une persécution politique. Le procureur général doit maintenant décider d'engager ou non des poursuites. Troisième actu, une nouvelle aide de 2,3 milliards d'euros supplémentaires pour les sinistrés des inondations meurtrières à Valence en Espagne a été annoncée par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ce mercredi. L'enveloppe globale dédiée aux régions touchées par la catastrophe s'élève donc désormais à 16,6 milliards d'euros. Le Premier ministre s'est aussi dit totalement ouvert à l'ouverture d'une enquête sur la gestion de ces inondations, dont le bilan humain s'élève à au moins 224 morts. Il a ajouté que le gouvernement avait assumé ses responsabilités et avait fait ce qu'il devait faire face à la catastrophe. Les Espagnols avaient vivement critiqué les moyens d'action mis en place et la gestion des secours par le gouvernement après les inondations. Quatrième actu, l'ONG France Nature Environnement a porté plainte ce mercredi contre Coca-Cola pour greenwashing, c'est-à-dire le fait de promouvoir une image de marque plus écologique que ce qu'elle est vraiment. L'ONG accuse Coca d'avoir affiché une ambition zéro déchet lors des Jeux Olympiques de Paris, mais d'avoir en réalité, je cite, versé le contenu de bouteilles en plastique dans des gobelets réutilisables, puis jeté la bouteille à l'abri des regards. Selon les chiffres du comité d'organisation des JO, dont Coca-Cola était sponsor officiel, 6 millions de bouteilles en plastique ont été vidées dans des gobelets recyclables. Cinquième actu, la prime de Noël sera versée un peu plus tard que prévu, c'est-à-dire le 17 décembre prochain. Elle devait initialement être distribuée le 13 décembre. Alors il s'agit d'une aide exceptionnelle versée automatiquement aux personnes qui touchent certains minima sociaux comme le RSA, l'ASS, donc l'allocation de solidarité spécifique, ou encore l'AER, l'allocation équivalent retraite. Concernant le montant, il varie selon votre situation familiale. Son montant minimum pour une personne vivant seule s'élève à 152,45 €. L'aide peut aller au maximum jusqu'à 533 €. Et on termine avec un petit peu de culture générale, c'est le flashback du jour. Il y a 198 ans, le 27 novembre 1826, le chimiste et pharmacien britannique John Walker inventait l'allumette inflammable par friction. Les allumettes dataient déjà de l'Antiquité, mais John Walker a imaginé un mélange chimique qui s'enflamme lorsqu'il est frotté contre une surface rugueuse comme du papier de verre. Voilà pour les actualités du jour, merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.